Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Marion Maréchal Le Pen. Presque 100 ans après sa disparition, le philosophe et militant marxiste Antonio Gramsci ne cesse de renaître de ses cendres. À gauche, mais aussi à droite, il est cité, convoqué, récupéré. À quel prix ? Penseur ou politique, culture ou hégémonie, quel bon usage faire de sa philosophie politique ? Peut-on et comment entendre aujourd'hui son appel à fonder une nouvelle société ? J'ai été présenté par Gramsci aux ouvriers de la Fiat. J'ai dit à ces ouvriers, vous travaillez pour créer une nouvelle société. Une nouvelle société qui sera faite par des ouvriers, qui sera votre société. Alors, je vous demande, pourquoi vous voulez changer les institutions, mais vous ne voulez pas changer de coutumes? Pourquoi vous n'employez pas la salopette? Pourquoi ne vous mariez pas avec la salopette? Pourquoi vous n'allez pas danser dans la salopette? Pourquoi vous rougissez de porter la salopette? Le dimanche, vous vous endimanchez comme les bourgeois. Alors, ces ouvriers qui étaient là, peut-être 2000, ils sont restés silencieux. Ils n'ont pas sifflé parce que j'étais avec Gramsci, mais ils n'ont pas dit un mot. J'ai eu la sensation qu'ils étaient des petits bourgeois, qu'ils étaient pleins de l'esprit bourgeois. Leur idéal, ce n'était pas une nouvelle société fondée sur le travail, mais une société qui détestait le travail, qui voulait avoir l'automobile, qui voulait avoir les dimanches libres pour aller à la campagne. Vraiment, ils ne pensaient pas à une nouvelle société. Ils pensaient simplement à substituer dans la société bourgeoise leur personne aux bourgeois. Bonjour Anthony Crézégueux. Bonjour. Vous êtes doctorant au Centre d'Histoire de Sciences Po, agrégé d'Histoire, et vous êtes en pleine rédaction d'une thèse sur la réception de Gramsci en France et à l'international. Le titre en est « Inventer Gramsci, décomposition d'une intelligence française au prisme italien au XXe siècle ». On vient d'entendre le témoignage de Giuseppe Presolini, camarade de Gramsci, une archive de 1963. Il raconte cette rencontre entre Gramsci et les ouvriers de chez Fiat et leur incompréhension à fonder cette nouvelle société. Et pourtant aujourd'hui, ce qu'on entend de Gramsci, les thèses dans l'air du temps qui viendraient de Gramsci, proviennent précisément de cette idée d'une nouvelle société. Comment expliquer cet écart entre la réception, l'écoute de Gramsci de son vivant et aujourd'hui, presque 100 ans plus tard, la reprise de ses idées ? Je crois que déjà, votre archive montre que Gramsci parlait à un public qui n'était pas un public intellectuel, ni aux élites politiques de son temps. Il parlait d'abord à Turin, dans son mouvement L'Ordine Nuovo, à des ouvriers. Et il essayait de faire un travail pédagogique, non pas comme un maître avec ses élèves, ou plutôt une autre conception de l'enseignement qui vise à apprendre autant des classes subalternes, comme il les appelait, qu'elles-mêmes peuvent apprendre en fait à construire cette nouvelle société par leurs actes, par leurs réflexions. Évidemment, c'est un peu en décalage avec sa réception postérieure, qui est une réception très intellectuelle, y compris parmi les classes politiques, disons, dirigeantes. Oui, j'ai cité tout un ensemble de noms actuels, mais aujourd'hui, on est dans une autre réception, mais c'est effectivement cette tension entre le monde deux mondes, le monde on va dire ouvrier, populaire, les classes subalternes, et de l'autre des élites politiques, intellectuelles, qui parfois ne dialoguent pas entre elles. Il y a comme une coupure, une fracture. Gramsci dirait un distacco, un décalage, un fossé. Et Gramsci a essayé de le résoudre. Aujourd'hui, on le retrouve avec les phénomènes de type populisme, par exemple, qui essaient de les résoudre à leur manière. Je crois que là, il y a un point de tension. Effectivement on peut étudier peut-être par cette lettre de Michel Foucault à Joseph Buttigieg, de nom qu'on connaît maintenant, donc en 1984, juste avant sa mort. Buttigieg invité, donc c'est un philosophe. Voilà, c'est le traducteur de Gramsci aux États-Unis, qui est donc le père de Pete Buttigieg, qui est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle américaine. Et il invite Foucault comme une évidence à venir parler de Gramsci aux États-Unis. Foucault, d'une part, confie qu'il ne connaît pas très bien Gramsci, qu'on le cite autour de lui, mais qu'on le lit très peu. Et je crois que là, on a à la fois l'idée que ce philosophe Gramsci a été connu en France,
sans doute, méconnu, mépris, avec des méprises, et qu'il est devenu de plus en plus populaire aux États-Unis et en Angleterre, et qu'aujourd'hui il est plus populaire dans ces pays, dans les mondes intellectuels qu'en France, qui a une pensée critique, qui a peut-être été passé de la France, du continent européen vers l'Angleterre et les États-Unis, et puis cette idée d'une fascination intellectuelle basée sur beaucoup de oui-dire, beaucoup de mots-clés qui circulent sans être forcément compris et lus dans le texte, et puis une centralité politique. Je vous ai dit l'anecdote de Joseph Buttigieg, qui est le fils de Pete Buttigieg, aujourd'hui candidat aux élections présidentielles américaines, et en France, en 2017, on a eu tout un ensemble de personnalités, presque tout le monde a cité Gramsci, c'était à qui ne le citait pas, aucun ne fait consensus comme lui, alors qu'il est, comme vous l'avez dit, un auteur marqué à gauche, marxiste, communiste, très original, il peut être cité aussi à droite. Alors comment expliquez-vous cet écart, Anthony Crézégu? Alors on l'a dit, entre l'époque de Gramsci en tant que tel et aujourd'hui, mais aussi cette tension entre une surprésence de Gramsci et en même temps une telle méconnaissance de son œuvre. Est-ce qu'on a eu un problème avec l'accès à ses textes, avec les traductions? Est-ce que ce sont les hommes politiques qui l'ont cité, qui l'ont déformé? Et est-ce que c'est aussi la réception à l'international qui a fait qu'une partie de cette réception-là, légitime, nous a échappé? Il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites. Peut-être déjà dans sa vie et son œuvre, on peut comprendre cet écart. Sa vie, sans y revenir dans les détails, elle est brève et elle est violente. Il a été dirigeant révolutionnaire à 26-27 ans, emprisonné à 36-37, il est mort à 46 ans. C'est très rapide, c'est un personnage romantique, c'est un personnage qui fascine, martyr du fascisme, il renvoie à un romantisme presque du 19e, Jean sur les barricades, ça renvoie à Victor Hugo, à Musset, à une image de l'Italie qu'on a, Tristan d'Alien. C'est quelqu'un pathétique, bossu, qui a vécu dans l'isolement, qui a construit une œuvre dans l'isolement. C'est aussi sa vie hors de prison, disons, les quelques dizaines d'années qu'il a vécu. Il a été tour à tour un libéral, quelqu'un qui a une religiosité latente, qui a adhéré au socialisme sur cette double base d'un libéralisme humaniste et de l'autre d'une religiosité mystique, je dirais quelque part, quelqu'un en recherche d'action, un activisme passionné, teinté d'anarchisme, et puis qui a adhéré au communisme comme un pari, presque pascalien. Et ça, c'est le vrai personnage que vous nous décrivez? Quelque part, oui, ce sont toutes les phases de sa vie, moment par moment, ça se passe parfois très vite dans ces transitions. Et puis en prison, il a 10 ans pour méditer, pour faire remettre les morceaux de sa vie et les morceaux disparates de ses conceptions du monde et diverses influences, et tenter de les synthétiser dans une synthèse qu'on pourrait qualifier de socialiste, quelque part, progressiste, humaniste, mais qui fait concilier toutes ces influences que certains retrouvent morceau par morceau. Donc on peut le lire comme un libéral, on peut le lire comme quelqu'un qui fait revivre une pensée religieuse dans un monde laïque, ou quelqu'un évidemment classiquement communiste, ou socialiste alternatif, anarchisant, tout est possible. Tout, vraiment? Évidemment, il y a une cohérence chez Gramsci pour lui, une cohérence qu'il n'a jamais abandonnée. Il s'est toujours pensé comme quelqu'un de progressiste, comme quelqu'un qui avait une foi dans l'humanité, malgré son pessimisme grandissant, il œuvrait pour un projet socialiste, et lui, je pense, même si c'est un débat, jamais abandonné même le communisme, mais son marxisme est très original. On s'est demandé si c'est vraiment un marxisme, les concepts qu'il utilise, et ce qui fait qu'il est peut-être très moderne et en même temps équivoque, c'est qu'il pense dans une pensée libérale, une alternative socialiste. Et des mots libéraux comme hégémonie, société civile, même sens commun, common sense, mais c'est une pensée radicale, alternative. On va écouter Anthony Crézégu, justement, ce rapport ambigu au marxisme, et notamment avec un de ses grands lecteurs en France, c'est Louis Althusser. Gramsci n'avait guère lu Le Capital, et il ne connaissait manifestement pas bien le contenu du livre. Il ne parle presque jamais d'économie politique, et quand il en parle, c'est souvent plein de grosses fautes du point de vue marxiste. C'est un politique à 100%. Le Machiavel des temps modernes. Il lit Lénine à travers Machiavel autant que Machiavel à travers Lénine, et c'est pas peu dire. Son autre modèle, impressionnant de voir ça, c'est l'Église catholique. Son analyse reste purement formelle. À ce titre, elle a des titres. Mais jamais il ne se pose la question de savoir pour quelles raisons une idéologie peut se diffuser organiquement dans le peuple et devenir historique.
Ce qu'il dit de la religion lui paraît valoir strictement de la même façon pour la philosophie de la praxis. Qu'elle soit vraie ou fausse, une conception du monde, que sa vérité intervienne dans sa diffusion ou non, il s'en fout. Il n'en parle jamais. Autrement dit, il ne pose jamais le problème de la distinction des raisons et des moyens de la diffusion entre une idéologie vraiment idéologique, une méconnaissance, et une idéologie vraie, une connaissance. Pour lui, c'est la même chose. Stupéfiant, non? J'aimerais bien qu'on puisse en discuter quand on se verra. Si tu pouvais me trouver des choses critiques sur Gramsci en italien, ce serait utile. Mais je crains que tu ne trouves rien, ce qui expliquerait tout, à savoir la religion dont la philosophie de Gramsci est l'objet en Italie. Mais ce doit être un effet dissimulé de notre chauvinisme. Je m'en méfie, méfie-t'en pour moi. Ciao, toi. Louis. Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Alors c'était un extrait d'une lettre du vendredi 2 juillet 1965 à Franca. Le philosophe Louis Althusser ne mâche pas ses mots sur la lecture marxiste de Gramsci. Il dit qu'il fait des grosses fautes du point de vue marxiste, il dit que son analyse reste purement formelle, il s'en fout. Finalement, c'est une lecture très ambiguë que fait Althusser de Gramsci, puisque d'un côté, il contribue de cette manière à rendre populaire Gramsci, à rendre populaire aussi sa vision marxiste, mais en même temps à le critiquer. Oui, c'est l'ambiguïté, l'équivoque autant de Gramsci que d'Althusser lui-même. Je crois qu'il faut revenir effectivement au fait que l'œuvre était difficilement accessible en français. Althusser a le mérite de l'avoir effectivement rendu populaire à travers ses textes dans Pour Marx et Lire le Capital, qui sont effectivement équivoques. Certains sont laudatifs, extrêmement louant une lecture originale du marxisme, et d'autres au contraire sont d'une dureté envers le supposé non-marxisme. Comme ce texte. Exactement, même s'il a lui-même des ambiguïtés dans sa propre lettre à Franca Madonia, qui était sa traductrice en italien. L'œuvre était difficilement accessible. Déjà, c'est une œuvre posthume. Il n'a pas écrit, il a écrit de son vivant, bien entendu, mais ça a été publié après sa mort. Encore aujourd'hui, en français, 5/6 de ses textes précarcéraires sont inédits. Et c'est un auteur qui est difficile à cerner parce que c'est quelqu'un qui produit une œuvre ouverte, on pourrait dire aujourd'hui, ou un livre à venir, c'est-à-dire une œuvre qui se construit par les lecteurs eux-mêmes, avec d'un côté l'impression d'une somme, presque thomiste, une somme du savoir existant au sens hegelien, et de l'autre une édition, l'édition critique l'a bien montré, la seconde édition, un côté fragmentaire, un côté travail en mouvement, tout en pointe, en ironie, en contrepoint, qui est presque augustinien, pascalien ou nietzschéen. Il y a les deux chez Gramsci. Alors on peut en lire, on peut le lire déjà de bien de manière différente, et on peut le lire aussi de manière différente par ce palimpseste qui est l'œuvre en fait. Donc comme je vous ai dit, les différentes vies de Gramsci, elles coexistent. Donc certaines, on peut tout à coup le trouver communiste, et de l'autre libéral, et de l'autre en religiosité, puisque Althusser insiste dans cette lettre sur la religiosité, la religion de Gramsci en Italie. Oui, il dit c'est l'Église catholique. Voilà, lui-même a fait son autre modèle, c'est l'Église catholique. Exactement. Lui-même, Gramsci, a beaucoup pensé sur la religion et l'Église, qui effectivement a pu être un modèle, même s'il voulait le dépasser. Et puis, ce qu'il dit aussi Althusser dans cette lettre, c'est la religion autour de Gramsci, le culte autour de Gramsci en Italie, qu'a instauré Togliatti dès les fin des années 30, qui fait que tout le monde pensait à travers le prisme de Gramsci en Italie, tous les grands écrivains, les grands intellectuels, donc une sorte de culte de la personnalité qui peut-être a agacé Althusser, l'agacé surtout parce qu'en France, beaucoup de gens se reconnaissaient dans sa pensée sans l'avoir lu. Et Althusser a eu le mérite, lui, d'essayer de le lire de manière presque pirate, de manière faisant des traductions, y compris avec Franca Madonia. Il lui demande des textes, donc il a des agents en Italie qui lui demandent qui font le travail de traduction. Je pense à Paul Venn, l'historien, qui à un moment donné a fait ce travail de traduction pirate pour Althusser. Mais Althusser a aussi évidemment mis un non possumus sur l'œuvre aussi, en disant quelque part, elle n'est pas orthodoxe, elle n'est pas elle est un travail en mouvement, un travail imparfait, et que moi je vais compléter en France par ma somme, ma propre interprétation, qui doit être l'interprétation dominante en France. Mais avant Althusser, il faut quand même donner le nom de Jean-Paul Sartre, qui a aussi contribué à... Alors,
pas à faire connaître le nom de Gramsci, parce que c'est là aussi très ambigu le rapport qu'il y a à Gramsci, c'est que il s'en inspire notamment pour la deuxième partie de son œuvre, donc pour sa critique de la raison dialectique, qui est donc l'autre pan de son œuvre après l'être et le néant, où là qui est de tenant beaucoup plus marxiste, mais il ne cite jamais le nom d'Antonio Gramsci. Alors comment en est-il venu déjà à découvrir Antonio Gramsci et comment il s'en sert? Il le cite très rarement, effectivement. Alors là, ça peut être une stratégie des intellectuels français aussi, d'annexer des parties d'œuvres sans nécessairement ni les citer, ni les valoriser, et quelque part mettre une forme française derrière diverses influences. C'est une forme de malhonnêteté, en fait. Ça serait un peu exagéré de le dire, mais avec la philosophie allemande, ça a pu exister aussi, y compris pour Sartre. C'est une influence bien connue, évidemment, de Husserl ou de Heidegger. Malhonnêteté, c'est un peu exagéré, mais Sartre avait quand même accès dans les années 50, effectivement, au manuscrit de Gramsci. Il devait être le préfacier de la première édition de Gramsci. Il avait accès à des centaines de pages qu'il commentait, qu'il a notées, au traducteur qui est Marc Soriano, qui est bien connu pour ses œuvres sur Perrault, notamment. Et chez Gramsci, il a trouvé des choses qui l'intéressaient indubitablement. Pour faire la transition de l'être et le néant, qui aboutissait parfois à des impasses en termes d'action, peut-être en termes politiques, en termes collectifs. Et politique, effectivement, en termes d'éthique collective. Et Gramsci, par sa conception du monde humaniste et historiciste, se connecter avec des choses que Sartre voulait penser, et surtout voulait penser de l'action qu'il avait à ce moment-là dans les années 50, son rapprochement avec le Parti communiste, mais aussi son engagement dans la guerre d'Algérie. Et Gramsci le permettait de penser l'action, en fait. Le concept de praxis est ici central, et Sartre l'utilise énormément dans la critique de la raison dialectique. Prassi est le concept central chez Gramsci, bien que Gramsci l'entende de manière beaucoup plus complexe, à mon avis, et plurielle que ne l'entend Sartre. C'est-à-dire, par exemple, Gramsci l'entend comment et comment le reprend Sartre? Pour Gramsci, je dirais que la prassi est, on pourrait dire que c'est une synthèse entre la praxis, le concept qui unifie la théorie et l'action, la théorie, la pratique et la pensée et l'action, mais c'est aussi les pratiques, comme disons Bourdieu par exemple, les différents champs, les différentes pratiques, au sens qui peut avoir la pratique artistique, qui peut avoir la pratique industrielle, technique. Il n'y a pas une réductibilité des pratiques, elles se traduisent mutuellement dans la praxis. Or chez Sartre, bien qu'il touche la question, notamment sur le champ esthétique, il y a une tendance dans son activisme politique à réduire la praxis peut-être à l'action, l'intervention, l'engagement au sens sartrien. Ça peut être une réduction de la pensée de Gramsci, de sa complexité. Est-ce que vous pensez, Anthony Crézégu, qu'entre Sartre et Althusser, les usages qui ont été faits de Gramsci sont de fait des usages réducteurs ? Je pense qu'il y a une possibilité, oui, d'être dans des usages réducteurs, peut-être par... En fait, autrement dit, ma question, c'est est-ce qu'ils ont instrumentalisé la pensée de Gramsci à leur fin pour soutenir leur propre théorie plutôt que pour vraiment donner à connaître, enrichir, ouvrir leur pensée? Bien entendu, parce qu'ils ne sont pas dans un travail que je qualifierais de philologique, ce ne sont pas des historiens de la pensée, ce ne sont pas du tout leur conception, ils sont là pour produire une philosophie dite originale, autonome, leur philosophie active, créative, une philosophie créatrice de concepts qui change le monde. Et donc il ne s'agit pas de connaître un auteur ou de le faire connaître, mais de transformer le monde par sa propre pensée. Donc dans ce sens-là, inévitablement, il y a une instrumentalisation. Et Althusser, comment s'en est-il servi de Gramsci? C'est-à-dire qu'il a pu soutenir un peu plus précisément, définir son rapport à Marx, son marxisme, ou est-ce que finalement c'était juste une sorte de comparaison qui lui permettait en fait d'écarter tout ce qu'il considérait comme un mauvais marxisme ou un bon marxisme, de faire une sorte de tri? Oui, il y a cette tendance chez Althusser à vouloir trier le bon grain de l'ivraie dans le marxisme. C'est quelqu'un de complexe, Althusser, qui vient quand même du catholicisme au départ intransigeant, puis progressiste, qui a un rapport à son passé quand il parle de la religion ici chez Gramsci. C'est comme s'il refoulait, voire déniait son passé et ne supporte pas de voir toutes les traces de ce passé, y compris son hegelianisme, puisque au départ Althusser était un hegelien, donc tout ce qui rentre dans ce schéma-là de son passé
le personnalisme, l'existentialisme dans lequel il a été aussi, après la guerre encore, il essaie de le refouler, de le renvoyer dans l'obscurité. Et lui, de détacher dans son projet est complexe, il ne se réduit pas uniquement au marxisme. Alors c'est la question du rapport d'Althusser au marxisme, c'était un vrai lecteur de Marx, est-ce que c'est quelqu'un qui était familier avec Marx? Ce n'est même pas sûr. C'est quelqu'un qui était plus familier avec Pascal, avec Spinoza, avec Malebranche, la pensée du XVIIe quelque part. Et il essaie de faire un double mouvement de déconstruction et de reconstruction. Mais il y a la déconstruction de toutes les catégories en fait, qui circulaient dans les années 50, que Sartre avait diffusé, la praxis, l'histoire, le sujet, l'idéologie. Et lui, il essaie de déconstruire ça, au sens que d'autres l'ont fait, Derrida, Foucault, Deleuze, pourquoi pas Bourdieu même, et de reconstruire quelque chose qui lui mettait sous la lumière de Spinoza. C'est-à-dire essayer de reconstruire l'ensemble du savoir de son temps à travers une méthode rigoureuse, une méthode scientifique. Est-ce que ça a pu marcher? C'était une autre chose, mais ça a beaucoup inspiré d'autres auteurs. Faut pas l'oublier. Ce que j'ai cité. Je pourrais rajouter Barthes également. Sa théorie de la lecture d'Althusser est inspirée par Barthes. Donc c'est pas une lecture philologique. C'est pas retrouver le sens de l'auteur tel qu'on peut retrouver dans les archives ou tel qu'on peut retrouver dans ce que l'auteur voulait dire. C'est une lecture intervenante. Dans le texte qu'on a entendu, Anthony Crézégu, on entend Althusser dire qu'il y a une confusion chez Gramsci entre une idéologie vraiment idéologique, une méconnaissance, et précisé entre parenthèses, et une idéologie vraie, une connaissance. Le principal reproche qu'on entend là, c'est que Gramsci, finalement, n'aurait donné aucune portée objective, scientifique, au marxisme. Oui. Ce qui, de fait, rend Gramsci, en fait, de son usage du marxisme un petit peu confus ou instable. Tout à fait. C'est le projet d'Althusser à l'époque, bien qu'il va en changer par la suite, la distinction entre idéologie et science, et l'idée que l'idéologie, c'est quelque part ici une fausse conscience de soi-même, une conscience, justement un rapport de la conscience au réel et non un rapport de distanciation qui permet de construire l'objectivité de la science. Sachant que Althusser mobilise beaucoup de références issues des sciences naturelles ou des sciences pures, disons, tout le problème, c'est celui des sciences sociales. Donc là, dans ce qu'il dit dans ce texte, la question de la connaissance, évidemment, ce n'est ni l'idéologie ni la science. C'est entre les deux. Et les sciences sociales sont de l'ordre de la connaissance. Donc un rapport réflexif à l'action. Et effectivement, là, Althusser critique peut-être Sartre, c'est-à-dire un rapport trop immédiat à l'action, d'ordre idéologique. Lui essaie de penser une conception scientifique du réel dans les sciences sociales, dans les affaires humaines. C'est une affaire dont, à mon avis, il n'est jamais sorti, il n'est jamais résolu, mais qu'évidemment, tant Bourdieu que Foucault ont aussi essayé de penser à leur manière. Et Gramsci, qui ressort un peu brinque-ballé par ce jugement un peu rapide, parce qu'Althusser a le sens des jugements un peu rapides, parfois hâtifs, peut-être qu'il en sort un peu grandi, parce qu'il essaie de faire un travail de l'ordre de la réflexivité, en fait. Une réflexion de l'être humain sur sa propre histoire. Ce que peut-être dans la tradition française, dans celle de Sartre qu'Althusser, c'est un peu mis de côté, quelque part. Maria Antonietta Mazzocchi est habituée aux péripéties. Elle commence sa carrière universitaire et politique en Italie. Elle est la première femme à diriger un journal, celui du comité central du Parti communiste. Envoyée spéciale de l'UNITA, le quotidien du parti, on la retrouve en Afrique du Nord et à Paris. En 68, elle est élue députée de Naples. 4 ans après, elle est exclue du parti. En 1972, elle est appelée à l'université de Paris 8, Vincennes, à la chaire de sociologie et sciences politiques. Au programme, Gramsci, l'histoire du fascisme, Pasolini, les femmes et leurs maîtres. En 1979, elle est élue députée au Parlement italien et au Parlement européen. Mais elle démissionne du Parlement italien pour se consacrer uniquement à l'Europe. En juillet dernier, le ministre des universités français lui signifie que son mandat de député ne peut être cumulé avec des fonctions de professeur associé. Le député européen n'a pas craint, en fin d'après-midi, de mettre en cause le ministre des universités. Madame Alice Sogni-Seité, ministre des Universités, a déclaré un jour « Vincennes, c'est l'Italie ». Elle voulait dire, je suppose, que l'université de Vincennes, par 8, s'est identifiée au terrorisme, aux brigades rouges, à la délinquance, sans parler de la drogue et de la dégénérescence généralisée de l'État. Bref, le désordre. J'espère, quant à moi, que l'Italie, qui malgré ses drames actuels reste, vous en conviendrez sans doute, une des sources de notre civilisation, n'aura pas à prononcer ces jugements sommaires. Madame Sogni-Seité, c'est la France.
Ma lecture de Gramsci sera donc une lecture politique de gauche. Je le déclare immédiatement. Mon effort sera d'éclaircir le mystère Gramsci qui ne persiste pas seulement en France, afin de dénoncer la mystification dont Gramsci a fait l'objet tant de la part de la droite que d'une prétendue ultra-gauche. J'oserais dire que Gramsci est le Lénine d'aujourd'hui. Dans le monde des sociétés industrialisées vers lesquelles nous allons, cherchant une issue révolutionnaire entre les tentations réformistes ou mencheviques et celles de l'ultra-gauche infantile. Gramsci, et c'est là ma propre mise en place du problème, peut donc apparaître comme le seul penseur d'une révolution en Occident. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et c'est le dernier temps de notre semaine consacrée au marxiste Antonio Gramsci. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la réception en France de Gramsci. Je viens de lire, Anthony Crézégu, un extrait de Pour Gramsci de Maria Antonietta Macciocchi, qui est donc une personne que j'ai découverte grâce à vous, dont on a entendu la voix dans une archive qui datait des années 80. Et on l'entend, il y a eu une affaire Macciocchi où en fait elle enseignait Gramsci, elle est l'auteur d'un best-seller donc qui s'appelle Pour Gramsci, et elle a été menacée en fait de perdre son emploi de professeur à Vincennes, et elle y a vu peut-être le danger que pouvait représenter la porte-parole d'une Gramscienne en France. Oui, voilà ce qui a contribué là. Le texte que vous avez lu montre bien l'esprit, post-68. C'est une maoïste, quelqu'un qui, à la fois dans la révolution culturelle à l'époque, et pense pouvoir l'importer en Occident. Son œuvre, effectivement, a été la plus lue sur Gramsci, peut-être 30, 40, 50 000 exemplaires, contre 5 ou 10 000 pour chaque édition qui a été faite anthologique. Donc les gens l'ont lu à travers ses yeux. C'est une femme passionnée, comme on peut l'entendre dans ce morceau, une femme passionnante, pas toujours d'une grande rigueur philologique, mais ça rentre bien dans le cadre français. C'est propre à d'autres lecteurs de Gramsci. Ça lui a permis de bien s'intégrer dans le contexte français et de faire une lecture qui était celle de son temps. Celle des années 70 ici, et non pas celle de Gramsci dans son temps. Ça a contribué, Gramsci du temps de Gramsci, ça a contribué à son succès. Après, cette mise en scène quelque part de l'affaire Macciocchi à Vincennes, qui a été une affaire publique, rendue publique par Le Monde. Il y aurait eu une censure pas seulement sur l'œuvre, mais sur sa personne. On lui aurait refusé un poste à Vincennes, et elle pense que c'est le ministère, non pas de l'éducation, mais de l'intérieur, qui l'aurait ordonné, dans un contexte où on est dans les années de plomb, en Italie, les brigades rouges, le terrorisme de gauche, d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Et Macciocchi là-dedans, elle va être la personne qui va faire connaître Gramsci, faire renaître son intérêt dans les années 70 et son mérite, sachant que c'est une personne très mondaine, une personne de salon. C'est un peu la Madame de Staël de notre temps. Elle était amie avec Lacan, avec Barthes, elle a essayé d'amener en Chine, à l'époque de ce fameux voyage avec Philippe Solers, qui est évidemment son médiateur. Julia Kristeva et Philippe Solers ont été les médiateurs de l'œuvre de Macciocchi. Elle était dans la même faculté que Deleuze et Foucault. Elle a invité Pasolini à Vincennes, à montrer son film où il participe, Fasciste. C'est une personne qui laissait pas indifférent, disons ça comme ça, et qui lisait Gramsci comme une manière d'intervenir dans la société de son temps pour un petit peu changer les choses. Disons. Alors, c'est un usage différent, en fait, on peut quand même le dire, de Sartre et Althusser qui se sont servis de Gramsci pour soutenir leur propre théorie, leur propre thèse, alors Macciocchi a vraiment voulu faire connaître Gramsci, mais son Gramsci, il y a quand même une différence de perspective. Alors est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a quand même une part, j'ai employé ce terme peut-être un peu excessif, mais de malhonnêteté en forçant le trait ultra-gauche de Gramsci, en l'appliquant au contexte, à ce contexte-là, post-68, années 80. Oui, il y a deux choses. Juste, alors vous dites, elle s'en différencie, mais aussi elle est dans la lignée. Elle se considère comme une élève d'Althusser, elle était très proche d'Althusser, mais elle décide de franchir le Rubicon, c'est-à-dire le Rubicon sur le plan de parler de Gramsci pour une fois vraiment, et d'agir avec Gramsci, alors que Sartre et Althusser étaient dans un mouvement tournoyant, un peu louvoyant, très intellectuel encore. Disons que Macciocchi a
effectivement a fait une lecture, là encore on peut dire réductrice, c'est facile de dire ce mot-là, mais là clairement... J'ai dit malhonnête, moi je suis allée jusqu'à malhonnête. Ça pose la question, pour beaucoup de spécialistes effectivement, on ne reconnaît plus Gramsci, c'est un gramscisme imaginaire, c'est un gramscisme issu de son imagination. Elle lui fait dire des choses qu'il n'a pas dit, elle en fait un précurseur de Mao, donc il aurait pensé la révolution culturelle. Et ça, c'est des images qui vont rester, y compris par la récupération de la droite et de l'extrême droite. C'est un penseur, par exemple, méridional. Donc elle en fait un méridionaliste, un autonomiste, autant dans l'autonomie en Italie que dans là où elle veut le reprendre en France. Sa lecture va être très populaire dans l'ouest de la France, de tradition catholique, où tout à coup on a l'émergence par la CFDT, le PSU, de gens qui sont reconnus dans 68, qui sont en rupture avec l'Église. Donc elle en fait un autonomiste, un méridionaliste, quelqu'un qui prône la révolution culturelle, quelqu'un qui prône la spontanéité. Évidemment, quand on lit Gramsci dans le détail, c'est beaucoup plus complexe et on est parfois à la limite de contresens sur des concepts fondamentaux comme ceux d'hégémonie, de société civile, d'intellectuel organique, mais à son crédit et à son débit, c'est elle qui l'a fait connaître, hélas, mais au moins elle a fait un travail qui a suscité le désir chez ses auditeurs. Je crois que ceux qui m'ont témoigné sur les séances qu'ils ont vues de Maciocchi à Vincennes, c'était un spectacle, c'était un show. C'était quelqu'un qui envoûtait son auditoire, pour le meilleur et pour le pire. Avec Gramsci se pose cette question qui est toujours compliquée, je pense, avec n'importe quel penseur, qui est les lectures qu'on en fait au fur et à mesure des époques, des lectures de gauche, des lectures de droite, des interprétations personnelles, des récupérations, des instrumentalisations. Mais avec Gramsci, le problème se pose tout particulièrement parce que, vous l'avez dit, Anthony Crézigu, il avait une œuvre ouverte, toujours en construction, qui se nourrit en fait des lectures qu'on peut en faire. Mais est-ce que finalement, en fait, on n'arrive pas à dire quelle serait une bonne lecture de Gramsci? C'est ça aussi le problème, c'est qu'on peut relire, chacun y verra son Gramsci. C'est pas seulement une œuvre en construction, c'est aussi que il a laissé des concepts ouverts. Est-ce qu'on peut même dire des concepts neutres? C'est-à-dire sans dimension idéologique qui puisse enfermer ou du moins cerner des lectures. C'est la force de son œuvre, d'être une œuvre... Mais à la fois sa faiblesse en fait aussi. Bien sûr, mais l'œuvre de, je sais pas, de Hegel ou de Nietzsche ou de Pascal ou de Spinoza, elle est soumise à de multiples interprétations dans l'histoire, et c'est ce qui fait qu'elles sont riches, qu'on la découvre toujours de multiples potentialités, des actualisations. Dans le contexte que vous dites, ce qui fait aussi que sa lecture est si ouverte, c'est qu'on ne le lit pas et qu'on peut pas le lire. Si j'ai dit Maciocchi au moment où elle fait ses cours à Vincennes, puisque son livre est issu de son cours à Vincennes pour Gramsci, on peut presque plus le lire. C'est-à-dire qu'il y a eu une première édition faite en 1959, qui a été publiée peut-être à 5-6 000 exemplaires, pas republiée, à l'époque c'est par le Parti communiste. Donc en 68, on ne peut plus lire Gramsci en France, sauf dans quelques bibliothèques universitaires, sauf à aller à Genève, à Bruxelles, où il y a encore des volumes de Gramsci, c'est quand même un comble. Mais aujourd'hui encore, c'est très difficile. C'est difficile parce que on a édité Gramsci, alors après ce long moment où on n'a pas pu le lire de 68 à 77, on va dire, il y a eu l'édition Gallimard, qui est l'édition complète des cahiers de prison, pas des écrits précarcéraires. Elle a été publiée entre 1978 et 1994, peu vendue, je pense, des archives que j'ai vues, peu diffusée, à un moment de creux de Gramsci. Donc au moment où on s'est intéressé à Gramsci, on ne pouvait pas le lire, et au moment où on avait accès à l'œuvre, ça intéressait plus. C'est comme si la lecture réelle de l'œuvre n'était pas vraiment l'intérêt là-dedans. L'intérêt, c'est de plus pouvoir... le personnage qu'on en faisait, ou les lectures comme celle de pouvoir Maciocchi. Projeter un peu dessus. Maciocchi est quelqu'un qui, comme Althusser aussi, qui projette au sens à la fois sartrien et psychanalytique. C'est un produit qui permet de fantasmer. C'est un fantasme, c'est un fantôme, un spectre qui nous hante encore aujourd'hui. Et puis un produit qui, par sa vie, son œuvre... Mais plus qu'un autre penseur, parce que vous avez parlé de Nietzsche, de Pascal, enfin on pourrait dire de n'importe quel philosophe qui est lu et relu à travers les siècles ou les décennies. Mais Gramsci, il y a quelque chose qui résiste en fait à une détermination. C'est l'ambiguïté de son œuvre, quelque part. Il est obligé d'écrire en prison, évidemment, il ne faut pas l'oublier, une écriture cryptique, une écriture codée, ésotérique presque, que d'autres philosophes ont. Spinoza a l'impression d'écrire sous la censure, et elle est réelle, sa censure aussi. Mais chez Gramsci, il y a une écriture, d'une part, contrainte, qui oblige à écrire de manière prudente, équivoque, et puis je crois qu'il y a des ambiguïtés de sa propre pensée, de positionnement.
de positionnement idéologique et aussi épistémologique. Ça, c'est une vaste question qu'Althusser a bien compris, sans peut-être l'avoir jusqu'au bout. Oui, une question de positionnement aussi, peut-être, de la part d'un philosophe, un intellectuel réel, mais qui est aussi un homme d'action. Privé de son action en prison, il permet d'avoir une réflexion qu'il n'aurait pas eue en liberté, mais il reste cette ambiguïté presque weberienne du savant et du politique. Que Aron a tellement théorisé en France, qui n'est pas sans justesse. Comment vous êtes un homme d'action et vous pouvez en même temps être un homme distancié, spectateur de réflexion. Là est peut-être une ambiguïté fondamentale que Matthiocchi a essayé de résoudre, mais avec les limites qu'on connaît des années 70. Les millions de Français qui votent à gauche ont un besoin immense de notre entente. Moi, je ne pense qu'à cela. Et si, bien entendu, je veille à affirmer la personnalité du Parti socialiste, je ne veux pas que cela soit au détriment de l'union de la gauche. J'espère que le Parti communiste comprendra que c'est aussi son devoir. Le choix du Parti socialiste a été décidé par un congrès, répété par d'autres congrès. C'est celui de l'union de la gauche et nous n'y reviendrons pas. C'était la voix de François Mitterrand le 27 août 1977 sur France Inter. 5 ans avant, François Mitterrand, dans une tribune qu'il avait publiée dans Le Monde le 16 février 72, se revendiquait de Gramsci et on y retrouve l'hégémonie gramscienne dans cette idée de l'union de la gauche. Alors on a parlé, Anthony Crézégu, de la reprise, on va dire, intellectuelle, universitaire de Gramsci. Là, on est dans la reprise sur le terrain politique des concepts de Gramsci. Oui, c'est l'âge d'or de Gramsci en France, 72-76 quelque part. On est au moment du programme commun de l'union de la gauche. Gramsci est un auteur qui effectivement est repris par le Parti socialiste, par François Mitterrand lui-même, qui reprend le concept de bloc historique, c'est-à-dire une alliance entre forces sociales et forces politiques, mais où l'hégémonie peut-être appartiendrait à de nouvelles couches salariées, de nouvelles couches intellectuelles, qui pourraient conquérir l'hégémonie et construire un socialisme démocratique. Le socialisme démocratique étant une option difficile, après Prague en 1968, Santiago du Chili en 73, la Révolution portugaise en 74, c'est ce contexte-là où on essaie de penser une alternative possible, le socialisme du possible, disait François Mitterrand, avec ce Gramsci que le Parti communiste français a eu un peu de mal à réceptionner, a toujours vu comme un intrus, quelqu'un... Pourquoi finalement ? Parce que le Parti communiste français était dans une autre tradition, à la fois française, peut-être pour nous dire positiviste, peut-être des lumières françaises, à la fois cartésiennes et matérialistes. C'est une des raisons intellectuelles. La raison politique aussi, c'est le Parti communiste français a peut-être été un peu plus stalinien au sens classique plus longtemps, et Gramsci est un auteur, clairement, quand on lit, qui ouvre la voie de la déstalinisation. Et le Parti socialiste a compris que là, il y avait une ambiguïté, quelqu'un qu'elle pouvait reprendre en étant très proche d'un certain communisme alternatif, peut-être plus libéral ou démocratique, et de l'autre, prendre le dessus sur ce Parti communiste qui était plus fort au départ, en paraissant comme un parti plus intellectuel, plus moderne, plus ouvert, tout en restant un parti socialiste, voué à une révolution démocratique, une révolution en Occident, mais réaliste, possible. C'est ça que le Parti socialiste a repris, tant du côté de Mitterrand que du CRS de Chevènement ou de la deuxième gauche de Michel Rocard. Tout le monde citait Gramsci à l'époque, comme aujourd'hui quelque part. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez dit que c'était l'âge d'or de Gramsci entre 72 et 76. Et aujourd'hui, il est peut-être cité un peu partout, mais on ne peut pas vraiment dire que la gauche, aujourd'hui, se revendique de cette manière de Gramsci, enfin, ce soit vraiment approprié. C'est-à-dire que l'idée, on parle pas d'hégémonie, on parle de rassemblement, ce qui est un terme quand même beaucoup plus flou, beaucoup plus flottant. L'idée de culture et d'idées a été plutôt reprise, on va en parler tout de suite, par la droite. Finalement, la gauche s'approprie plus beaucoup Gramsci. Eh bien, parce que juste après cet âge d'or, il y a des longues années d'hiver, paradoxalement où la gauche l'emporte politiquement, mais où idéologiquement et culturellement, peut-être, ces idées commencent à décliner ou à ne plus être les idées dominantes, disons ça de manière un peu rapide. Et Gramsci est abandonné effectivement pendant 20 ou 30 ans à gauche, ce qui fait qu'on a l'impression de le redécouvrir aujourd'hui, alors qu'il y a une longue histoire derrière. Est-ce qu'on peut y voir aussi l'échec, en fait,
alors, à la fois peut-être du projet Gramscien en fait, c'est un projet ambitieux. C'est-à-dire que c'est quand même, on l'a entendu au départ, fonder une nouvelle société, travailler sur le sens commun, faire des intellectuels, des pédagogues, des éducateurs. La révolution ne passe pas forcément par les armes, par l'insurrection, mais plutôt par une réforme de chacun. L'idée quand même de se dire qu'on est chacun producteur de son savoir, de ses conditions matérielles de vie. Est-ce que c'est pas l'échec du projet Gramscien, mais aussi l'échec des intellectuels à incarner l'intellectuel que voulait Gramsci? Tout à fait. Le terme que vous évoquez, c'est une alternative de civilisation, quelque part, que la gauche voulait incarner, le changer la vie de Mitterrand. Et finalement, ça a quelque part échoué sur plusieurs aspects. Et effectivement, les intellectuels ont aussi une responsabilité là-dedans. Est-ce qu'ils se sont vraiment connectés avec le vécu, avec le sens commun des classes populaires, de la classe ouvrière? On sait qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, cette fracture de la gauche avec les classes populaires. Hélas, l'expérience de la gauche au pouvoir pendant quelques décennies, même avec alternance, a signifié, aujourd'hui, on peut le dire, un échec sur ce plan-là, alors qu'il y avait le potentiel pour le réaliser. C'est pas que Gramsci est une pierre philosophale où on peut comprendre tout le monde, mais son projet, effectivement, était de construire une alternative de civilisation. Et la culture, c'est quelque chose de vaste pour lui, plus que la politique et l'économie. C'est faire élever le niveau de l'ensemble de la population par un travail pédagogique intense de tous les moments, une humilité de la part des intellectuels, ce qui en France peut-être pas toujours facile, faire un travail de pédagogie au quotidien, se mettre à l'écoute de ce que les gens pensent, de leurs erreurs aussi, les faire avancer. Ça n'a pas été évident. L'exercice du pouvoir aussi ne le facilite pas une fois qu'on est au pouvoir. Oui, est-ce que le projet Gramscien est trop ambitieux ou est-ce que c'est la gauche qui ne l'était pas assez ? Ça pose la question de l'État et de la société civile. Quand la gauche était dans l'opposition, elle était dans la société civile, elle pouvait avoir cette possibilité de transformation. Une fois qu'elle a pris une partie du contrôle des appareils d'État, il peut avoir une tendance à oublier un petit peu ce qu'on appelle de manière assez générale et floue la société civile, c'est-à-dire tout simplement la population dans sa vie quotidienne, autant dans l'économie, les entreprises, que à l'école, que dans les médias, toute cette configuration de la société qu'il faut essayer d'articuler et de faire progresser, alors qu'on est actuellement dans un monde où on a l'impression d'avoir peut-être un déclin culturel ou en tout cas une difficulté à faire cohésion dans la société avec des valeurs progressives, des valeurs humanistes. Gramsci voulait penser ça. Bien sûr que c'est ambitieux, c'est très difficile, c'est presque utopique ou un projet d'une dimension peut-être trop importante pour des êtres humains ou des hommes, comme dirait Rousseau pour la démocratie, c'est la même idée. Mais enfin, pour Gramsci, c'était la seule possibilité. C'était soit ça, soit, pour aller vite, le fascisme. Je vous propose, Anthony de Crézégu, qu'on entende au moment où Gramsci est abandonné par la gauche 2 reprises. Alors, la première reprise date de 1979. Vous savez, toutes les théories de l'italien Antonio Gramsci, la façon dont il a mis l'accent sur l'importance de l'influence culturelle dans nos sociétés. Et Gramsci était bien entendu un marxiste, mais ce qu'il disait du point de vue méthodologique, je crois, peut concerner toute famille de pensée. Oui, ça paraît bizarre que Gramsci soit au premier rayon de votre bibliothèque, non ? Écoutez, je crois d'abord... Maurras, je veux dire, je n'ai jamais été Maurras. Non, mais Maurras m'ennuie profondément. C'était la voix du philosophe Alain de Benoît dans l'émission Apostrophe en 79. Alain de Benoît, figure de proue de la nouvelle droite. Et en 2018, c'est une autre figure de proue de l'extrême droite qui parle de Gramsci. Ce qui est très amusant, c'est que je suis aujourd'hui présente à votre conférence du fait d'un penseur italien qui va vous surprendre. En réalité, je suis en train aujourd'hui de suivre les recommandations d'un certain Gramsci. Alors, pas l'idéo de Gramsci, Gramsci sans la lutte des classes, Gramsci sans l'idéologie de la gauche, mais Gramsci pour la méthode de conquête du pouvoir. Gramsci a conceptualisé l'idée qu'avant d'espérer vaincre sur le plan politique et sur le plan électoral, il fallait d'abord vaincre sur le plan culturel. Et c'est précisément l'objet de l'école que je suis en train de monter, c'est-à-dire apporter une réponse culturelle par des conservateurs, non pas pour un parti politique, non pas pour des raisons électorales, mais pour la société tout entière et surtout sur le temps long.
Parce qu'aujourd'hui en France, et je crois que c'est la même chose en Italie, il y a une hégémonie intellectuelle de la gauche sur tous les grands leviers de pensée, c'est-à-dire la culture, l'éducation nationale et les médias. Alors c'était la voix de Marion Maréchal Le Pen en juillet 2018. Elle se trouvait dans la petite ville italienne de Montemarcello et elle convoquait Gramsci pour expliquer la fondation, comme on l'a entendu, de son école. Après Alain de Benoît en 79, Marion Maréchal Le Pen en 2018, deux manières de récupérer à droite la figure de Gramsci. Oui, il y a une filiation malgré tout. Alain de Benoît a lu Gramsci, il l'a lu, je pense, à travers aussi les yeux de la révolution culturelle de Maciocchi, c'est comme ça qu'il l'a vu, donc lui propose peut-être une révolution culturelle de droite, une contre-révolution culturelle inspirée par cette lecture et qui a inspiré des gens, on aurait pu citer Sarkozy qui a relancé l'intérêt pour Gramsci en 2008 en disant je suis gramscien, j'ai fait mienne la bataille. L'analyse de Gramsci, le pouvoir se gagne par les idées, c'est la première fois qu'un homme de droite assume cette bataille-là, c'était le 17 avril 2007. Tout à fait, Marion Maréchal Le Pen au deuxième degré, on peut penser à Philippe de Villiers qui lui a connu l'œuvre de Gramsci plus en détail à Nantes dans ses cours de faculté dans les années 70 et qui s'en inspirait pour toute son œuvre culturelle, y compris le Puy du Fou par exemple. De Benoît est le penseur effectivement d'une extrême droite intellectuelle en renaissance parce qu'il était, disons, difficile d'être de droite et surtout d'extrême droite après 1945, on peut le comprendre. Donc ça a été refoulé et c'est revenu et c'est plus facile de le faire revenir par un auteur supposé légitime dans le champ intellectuel de la gauche. Donc Gramsci a pu servir aussi à ça de manière très ironique et une sorte de rapt, d'œuvre de kidnapping. Mais vous avez dit au tout début de l'émission, Anthony Crézégu, que tout était possible. On pouvait tout lire chez Gramsci, donc c'est aussi l'ambiguïté. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on peut aussi ne garder que ces concepts de manière neutre, les dépouiller d'une idéologie marxiste ou de gauche? Est-ce qu'on peut lui faire tout dire? C'est une potentialité, il faut pas oublier Gramsci, il a lu Maurras, il a lu les auteurs de l'Action française et que son concept d'hégémonie, quand on l'étudie de manière philologique, il est né de l'analyse, bien sûr critique et désapprobatrice, de l'action française et de son action dans le champ culturel français, sachant que l'action française a été hégémonique dans le monde intellectuel français, une contre-hégémonie jusqu'aux années 20. Si je dis qu'Althusser a été en sa jeunesse proche des thèses de l'action française, comme l'a montré Yann Moulier-Boutang, il faut le comprendre, ça a été refoulé et c'est revenu par la nouvelle droite qui, de manière assez subtile, a édulcoré ou a essayé de faire passer ses références sans citer nécessairement ni le fascisme ni le nazisme directement, mais leurs origines intellectuelles peut-être. Et Gramsci a servi à faire revenir des thèmes venant de la droite par un auteur de gauche, ce qui est plus légitime, ce qui donne ce côté très paradoxal. Mais ça n'est pas juste une instrumentalisation, il y a quand même quelque chose qui regroupe en fait entre Nicolas Sarkozy, Alain de Benoît, Marion Maréchal Le Pen, un véritable attachement à cette idée des idées justement, à ce plan de la culture qu'on a longtemps vu comme un thème de gauche et là qui est réinvesti par la droite. Et c'est vraiment intéressant cet investissement par la droite de ce domaine de la culture. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée en fait de se dire que ça n'est pas qu'une stratégie politique quand on gagne une bataille, c'est aussi quelque chose qui se gagne du point de vue des concepts, des idées, mais c'est aussi reprendre ce territoire-là qu'on croyait attaché à la gauche. Il faut comprendre qu'il y a eu une grande peur chez la droite française et notamment la droite, disons, dure. C'est 1981, la conviction que la gauche allait imposer quelque part un régime socialiste presque soviétisé pour certaines parties d'entre elles. Et ils ont essayé de comprendre d'où ça venait. Pour eux, ça venait du mouvement de 68 et donc d'une bataille culturelle qui a été gagnée, d'une hégémonie culturelle à l'université, dans les médias, l'impression que la pensée de droite n'avait pas lieu d'être. Il faut le comprendre vraiment dans leur impression un peu d'être attaqué par cette culture de gauche et donc il fallait riposter par une offensive culturelle de grande ampleur du même niveau. Donc investir le champ des idées, investir les médias, investir l'université, ça allait être difficile. Alors investir la politique autrement. Je vous ai dit Philippe de Villiers avec le Puy du Fou, Buisson avec sa chaîne d'histoire. Ça peut être différents animateurs médiatiques qui invitent des personnes de droite alternative, disons ça comme ça. C'est cette conviction-là. Pensez à quelqu'un comme Devedjian, par exemple, qui était à Occident au départ et qui va animer une revue Contrepoint et qui ensuite lui-même va mener dans les années 80 à partir de sa ville, comme beaucoup d'autres maires, un contre-travail culturel visant à saper ce qu'il supposait être l'hégémonie culturelle de la gauche. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est la droite qui a gagné la bataille des idées gramsciennes ?
elle a pu, en tout cas, riposter et commencer à imposer ses idées, à imposer une guerre de position au sens gramscien. Vous avez cité Alain de Benoît. Alain de Benoît, s'il a eu cette telle caisse de résonance médiatique, je crois que c'est une émission apostrophe avec Bernard Pivot. Et lui, il a eu la caisse de résonance du Figaro Magazine que lui a donné Robert Hersan et surtout Louis Pauwels, l'écrivain, qui en a fait qui a été son mentor et qui lui a permis d'atteindre un public de dizaines de milliers, voire centaines de milliers de personnes par semaine, sans équivalent avec aucun autre auteur gramscien de gauche. Oui, ça préfigure ce qu'aujourd'hui on connaît avec peut-être d'autres auteurs dits de droite qui se revendiquent de Gramsci, comme Éric Zemmour, par exemple. Nous traversons un moment populiste, expression de résistance face à la condition post-démocratique engendrée par 30 années d'hégémonie néolibérale. Cette hégémonie est à présent entrée en crise, ce qui nous donne l'occasion de créer une nouvelle formation hégémonique. Ce nouveau modèle hégémonique pourra être plus autoritaire ou plus démocratique. Cela dépendra de la façon dont ces résistances seront articulées et du type de politique qui servira à contester le néolibéralisme. Tout repose sur le registre discursif et affectif à travers lequel on donnera du sens aux multiples demandes démocratiques qui caractérisent le moment populiste. Pour qu'il soit possible de mettre en œuvre des pratiques contre-hégémoniques qui mettent fin au consensus post-politique, il faut construire une frontière politique. D'après la stratégie populiste de gauche, cette frontière doit être établie sur un mode populiste opposant le peuple à l'oligarchie, confrontation dans laquelle le peuple se trouve constitué par l'articulation de diverses demandes démocratiques. Ce nouveau modèle hégémonique doit créer les conditions d'une restauration et d'un approfondissement de la démocratie. Anthony Crézégu, pour ce dernier moment, ces dernières minutes de cette émission consacrée à Gramsci, à sa réception, on vient d'entendre un extrait du texte de Chantal Mouffe, donc philosophe d'extrême gauche, proche de Jean-Luc Mélenchon, qui s'appelle Pour un populisme de gauche, et on y entend tous ces concepts gramsciens. Hégémonie, crise, sens commun, état intégral. Là, on a une reprise non seulement du côté de la gauche, mais aussi qui a une dimension beaucoup plus internationale. On a parlé de la réception française, mais il faut le dire que Chantal Mouffe est belge, qu'elle a travaillé aussi avec Ernesto Laclau, qui est argentin, et qui ont donné justement une ampleur internationale aux lectures de gauche gramsciennes. Oui, c'est le monde depuis les années 80. Effectivement, le Gramsci se lit plus en Amérique latine, il se lit plus dans le monde anglo-américain, sachant que Mouffe effectivement est belge, donc elle permet de faire une médiation francophone. Elle a été étudiante à l'université de Louvain, université catholique, où on a aussi la théologie de la libération qui s'est formée aussi dans cette université pour partie. C'était une élève d'Althusser, donc sa lecture est très déconstructionniste d'un côté et reconstruit à la façon dont pourrait le faire Althusser la pensée de Gramsci. Donc elle est en ce sens, je dirais, assez française, mais elle a beaucoup travaillé avec les universitaires anglais et américains, leur lecture des post-colonial studies qu'on pourrait avoir, des cultural studies. Elle a travaillé avec la New Left Review anglaise. Et puis son mari, effectivement, Ernesto Laclau, était argentin. Il a connu le phénomène péroniste. Le populisme est un phénomène très latino-américain. L'importance du chef, l'importance de la nation comme catégorie centrale, ce qui à gauche pose parfois problème en Europe. Il y a cette conjonction complexe chez Mouffe et Laclau auparavant d'une tentative de sortir de l'apathie, disons, de la gauche, mais en proposant un modèle complexe, avec beaucoup d'origines. On peut y retrouver autant les nouveaux mouvements sociaux de 68 que Maciocchi essaie aussi de ramener avec une certaine radicalité, de l'autre, le moment eurocommuniste qu'on a retrouvé dans le socialisme démocratique de Mitterrand, essayer de sortir de ces impasses en greffant quelque part le phénomène populiste latino-américain, notamment péroniste. Ça donne quelque chose de complexe, de difficile à cerner. Puis elle emploie ce terme de populisme qui n'est pas non plus un concept propre à Gramsci. C'est le moins qu'on puisse dire. Gramsci emploie le terme de national-populaire, c'est-à-dire qui pourrait se rapprocher très rapidement à ce qu'a fait le Front populaire en France, quelque part, ou le Parti communiste italien après la guerre, c'est-à-dire faire une culture ancrée dans une dimension nationale et populaire, mais pas du tout en valorisant une sorte d'instinct populaire, un sens commun. Gramsci, c'est une lecture parfois un peu détournée qui est faite, il n'est pas dans l'exaltation du sens commun, il n'est pas dans l'exaltation du
du folklore, n'est pas dans l'exaltation des sentiments populaires. Il pense qu'au contraire, il faut les travailler, les respecter, les écouter, mais dans leur caractère discordant, complexe, et les amener vers une élévation culturelle. Alors que le populisme consiste plutôt à les écouter tels quels, plutôt qu'à les transformer. Penser les écouter, peut-être. Gramsci critique beaucoup, finalement, dans sa maturité, le romantisme, et pense que derrière l'élitisme ou le populisme, ça peut être deux faces de la même médaille. On pense écouter, mais en fait, on est en train de projeter. On est en train de projeter son idéal du peuple sur le peuple. Il faut l'écouter. Si on écoute le peuple, pour Gramsci, comme il essaie de le montrer, on aura une conception du monde hétérogène, discordante, plein d'influences diverses qui peuvent amener le peuple à se tromper, à adhérer par exemple au fascisme qui propose une illusion d'unité justement derrière une idéologie populiste. Il faut faire un travail patient, modeste, d'écoute du peuple, tout en proposant un projet d'émancipation. On se quitte, Anthony Crézégu, avec un des plus bels hommages rendus à Antonio Gramsci. C'est un extrait du poème Les cendres de Gramsci de Pier Paolo Pasolini, interprété par Vincent Schmitt. Un chiffon rouge, comme celui noué au cou des partisans. Et près de l'urne, sur le sol cendré, 2 géraniums d'un rouge différent. Te voici donc, banni en ta grâce sévère, non catholique, enregistré parmi ces morts étrangers. Les cendres de Gramsci, pris entre l'espérance et la vieille défiance, je m'approche, venu par hasard en cette maigre serre, face à ta tombe et à ton esprit qui est resté ici-bas parmi ces gens libres. Et en ce pays où jamais ne fit trêve ta passion, je sens quel fut ton tort, ici, dans le repos des tombes. Et en même temps, combien tu eus raison, en notre inquiet destin, d'écrire tes ultimes pages pendant les jours de ton assassinat. Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E pellicola, senti, cammina, un mondo d'éclat e non mi suona. La 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 la. Merci Anthony Crézégu. On aura bientôt l'occasion, j'espère, de lire votre thèse sur la réception de Gramsci en France et à l'international. Et chers auditeurs, chères auditrices, lisez les œuvres de Gramsci, ses cahiers de prison, ses lettres de prison qui sont disponibles aux éditions Gallimard. Et puis je signale aussi ce recueil qui nous a beaucoup servi cette semaine de textes choisis de Gramsci par André Tauzel, disparu il y a peu. C'est disponible aux éditions Le Temps des Cerises. Et un grand merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie, Anaïs Isbert, Manon Delacelle, Isis Jourda, Adèle Mandrette, Jules Barbier,
Thomas Beau à la réalisation, Vincent Schmitt à la lecture des textes, avec à la prise de son aujourd'hui Jérémy Kaufmann, et merci aussi à Antoine Villos de la discothèque. Si vous souhaitez écouter ou réécouter cette dernière émission sur les reprises et interprétations d'Antonio Gramsci, il vous suffit d'aller sur le site de France Culture, à la page des chemins de la philosophie. Vous y trouverez en plus toutes les informations musicales et bibliographiques. Et puis rendez-vous aussi pour nous suivre sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram. On se retrouve demain pour notre profession philosophe, et demain ce sera la philosophe Fabienne Brugère qui sera à notre micro. À demain donc, et restez à l'écoute sur France Culture.